Nous sommes à Paris le 8 mai 1945. Il sera 15h dans quelques minutes. Les Parisiens convergent vers la place de l'Étoile. Les femmes portent les plus belles robes qu'il leur reste. Certaines, faute de bas, ont dessiné une ligne noire le long de leurs mollets pour figurer la couture absente de ce produit si banal devenu rare. Les hommes ont mis leurs beaux costumes et resserré leurs ceintures. Nombre d'entre eux ont maigri à cause du rationnement. Tous ces gens semblent heureux ou plutôt soulagés. La joie est là, mais l'ambiance ne se prête pas au débordement. Ça y est, la guerre est finie. Ils l'ont lu il y a quelques heures dans le journal communiste ce soir. Il était écrit « Le monde clame sa délivrance ». Les Allemands ont signé leur capitulation hier à Reims. Les combats cesseront aujourd'hui à 23h01. Plus de sang, plus d'uniformes, plus de bruit de bottes, de Gestapo, de supplices de la baignoire. Les maquisards peuvent ranger leurs brassards à la Croix de Lorraine. Les femmes de prisonniers de guerre attendent maintenant le retour de leur mari. Mais pour l'heure, tout le monde converge vers le cœur de Paris, là où de grands haut-parleurs ont été installés pour entendre la voix sûre et grave du général de Gaulle. Il fait si beau aujourd'hui. Sous le soleil radieux, on peut voir flotter au milieu des groupes animés des drapeaux français ou des caricatures de Hitler. Enfin, à 15h, la voix du général de Gaulle sort des enceintes. On l'entend dire « La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. » Le général achève son discours sur ces mots. « Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France! Je suis Virginie Giraud, votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Vive la France! 8 mai 1945, le jour où la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée. La majorité de nos fêtes et jours fériés sont liés à notre culture catholique, comme Noël ou Pâques. D'autres commémorent notre histoire, à l'instar du 8 mai. Ce jour-là, en 1945, la France écoute le général de Gaulle à la radio. La Seconde Guerre mondiale est finie. Tout avait commencé en 1939. D'abord, il y avait eu la drôle de guerre. Il ne se passait rien. Puis il y avait eu une offensive allemande, brutale, rapide. En 1940, Paris était occupé, puis la moitié de la France, et enfin le pays tout entier. Le régime autoritaire et collaborationniste de Vichy avait remplacé la Troisième République. Le général de Gaulle, depuis l'Angleterre, avait commencé à organiser la résistance avec l'appel du 18 juin 1940. Les maquis et les mouvements de résistance multipliaient les actions, mais l'Allemagne nazie, soutenue par Staline, ressemblait à une puissance invincible. Et puis le pacte germano-soviétique avait volé en éclats. La longue bataille de Stalingrad avait porté un coup fatal aux forces de l'Axe. À partir de 1943, l'issue de la guerre était devenue incertaine. Le débarquement en 1944 en Normandie et la progression des forces de l'URSS à l'Est prenaient l'Allemagne en tenaille et partout, on se prenait à rêver de la défaite d'Hitler. En août 1944, Paris martyrisé est libéré. Au début de l'année 1945, les Russes, puis les Américains, libèrent les camps d'extermination, Auschwitz, Buchenwald et tous les autres. Le grand général américain Patton n'en croit pas ses yeux. Alors même que la guerre n'est pas encore finie, il demande à documenter l'horreur pour que personne ne puisse jamais dire que les camps n'ont pas existé. Depuis cette découverte, les Alliés ne veulent pas la défaite de l'Allemagne. Ils veulent la piétiner. Il n'y aura aucune pitié pour les soldats allemands jusqu'à la fin des combats. Tant pis si, en face, il n'y a plus que des vieillards infirmes ou des enfants fanatisés. De toute façon, Hitler n'a plus qu'eux à envoyer sur le front. Le 16 avril 1945 commence la bataille de Berlin, la dernière de la guerre puisque c'est là qu'Hitler se cache. Il y a un bunker sous sa chancellerie. Il est fait comme un rat. Mais la bête immonde n'a pas l'intention de se laisser prendre. Le 29 avril, face à la défaite imminente, Adolf Hitler épouse son amante Eva Braun, puis le lendemain, il tue sa chienne, s'enferme dans un salon avec son épouse,
croque une capsule de cyanure qui répand dans la pièce une douce odeur d'amande amère et se tire simultanément une balle dans la tête. Eva croque aussi une capsule. La mort est rapide. Il est environ 15h30. Le majordome d'Hitler exécute les derniers ordres qu'il a reçus. Il fait sortir les 2 cadavres du bunker et les fait brûler avec de l'essence. Joseph Goebbels, le ministre de la propagande, devient chancelier à son tour, mais il se suicide le lendemain avec sa femme. Magda Goebbels a pris soin avant de mourir de tuer ses 6 enfants, tous de blanc vêtus. C'est maintenant l'amiral Karl Dönitz, nommé par Hitler dans son testament, qui tient entre ses mains le destin de l'Allemagne, du moins ce qu'il en reste. Le 2 mai 1945, la bataille de Berlin est terminée. Les troupes soviétiques ont pris possession de la ville, une capitale à moitié démolie par les bombes, où des femmes soldats russes tentent de faire respecter la circulation au milieu du chaos. Tâche vaine faite avec le sourire des vainqueurs. En Italie, Mussolini aussi est mort 4 jours plus tôt. Les armées britanniques et américaines reprennent le pays au dernier fasciste aidé par le gros de l'armée italienne qui a rejoint les Alliés. De son côté, l'amiral Dönitz envisage une capitulation partielle de l'Allemagne sur certains fronts seulement. Malgré l'évidence, la défaite reste difficile à accepter. Le 4 mai, il envoie son adjoint Hans-Georg von Friedeberg présenter sa proposition au maréchal Montgomery à Lüneburg. Mais l'Anglais ne se montre guère réceptif. Les Alliés refusent de négocier. L'Allemagne voulait une guerre totale, elle aura une défaite totale. Voilà. Il est temps maintenant de s'asseoir à la table des Alliés et de capituler. Nous sommes le 7 mai 1945 à Reims, dans le QG américain du général Eisenhower qui deviendra plus tard le 34e président des États-Unis. Le général allemand Alfred Jodl descend de son avion vers 17h. Dans la soirée, il prend place parmi les chefs alliés dans la salle des cartes du Collège moderne et technique situé rue Jolicoeur. Le général Bedell Smith représente Eisenhower pour les États-Unis. Le commandant Ivan Sousloparov représente l'URSS. Robb et Strong, la Grande-Bretagne. Il y a bien un Français, le général François Sévez, mais il n'a pas son mot à dire car la France a officiellement signé l'armistice en 1940. Il contresignera néanmoins, diplomatie oblige, l'acte de capitulation. Pendant plusieurs heures, Jodl continue à négocier. Il ne veut la paix que sur le front occidental, mais les Alliés ne lui laissent aucune marge de manœuvre. La reddition sera totale. À 2h41, dans la nuit du 7 au 8 mai 1945, épuisé et vaincu, Jodl signe la capitulation de l'Allemagne. Les combats prendront fin le 8 mai à 23h01. Les flashs des personnes habilitées par l'état-major à prendre des photos crépitent. Jodl, d'une voix blanche, demande à ce que son peuple vaincu soit traité avec générosité. Les représentants des États-Unis et du Royaume-Uni sont sidérés par l'audace de l'Allemand. À ce moment-là, personne n'a envie d'être clément avec ces gens qui ont été si cruels, ces gens qui ont inventé les camps de la mort. C'est peut-être en partie à cause de ça que tout le monde ignore les exactions de l'armée russe dans un Berlin où peu de femmes peuvent se réjouir de ne pas avoir été violées plusieurs fois par les soldats soviétiques depuis la fin de la bataille de Berlin. Jodl a néanmoins obtenu une mesure en faveur des siens. Les Allemands de l'Est auront 48 heures pour transhumer vers l'Ouest et espérer échapper au contrôle et aux représailles de l'armée rouge. L'aube de ce 8 mai 1945 va bientôt se lever, mais il faut rester discret sur la capitulation. Depuis Moscou, Staline, qui a libéré tout l'Est de l'Europe, exige une grande cérémonie de capitulation dans la journée et elle devra se passer à Berlin, dans l'épicentre du Troisième Reich, dans le quartier général russe du maréchal Zhukov. En France, la presse prépare timidement ses premiers papiers. Il ne faut pas heurter la susceptibilité des Russes en fêtant trop tôt la victoire. Mais déjà, la liberté fait sentir ses premiers effets. Le général Eisenhower fait mettre en place des ponts aériens pour rapatrier en France nos prisonniers de guerre. Beaucoup de femmes attendent sur les quais de gare ou à l'aéroport du Bourget un mari, un fiancé ou un fils revenu de l'enfer, dont il faudra panser longtemps les plaies physiques et psychologiques. À 15h, le général de Gaulle fait une allocution à la radio. La guerre est finie. Mais la comédie de la capitulation continue et le metteur en scène est russe. Il est 23h45 à Berlin. Le maréchal Zhukov accueille les délégations françaises, américaines et anglaises dans son quartier général de Karlshorst, à l'est de la capitale allemande. Cette fois,
C'est le général Delattre de Tassigny qui représente la France. Charles de Gaulle a insisté pour ça. Mais en arrivant, Delattre de Tassigny entre dans une colère noire. Les Soviétiques ont installé des drapeaux alliés partout, mais il n'y a pas le drapeau français. C'est une humiliation. Pour éviter l'incident diplomatique, on coud à la hâte avec des bouts de tissu un drapeau tricolore. Je suis à deux doigts de penser que les Soviétiques l'ont fait exprès, c'est bien leur genre. Et pendant ce psychodrame, la délégation allemande, composée de l'officier Wilhelm Kettel et de l'amiral von Friedeberg, attend que les vainqueurs soviétiques veuillent bien ouvrir la séance durant laquelle on signera encore la capitulation. Un nuage de fumée de cigarette a rendu l'air de la pièce opaque quand Yukov ouvre la séance. Bravache, l'officier allemand Kettel salue les Alliés avec son bâton de maréchal. Personne ne juge bon de relever cette ridicule provocation. Puis, monocle vissé sur l'œil gauche, l'officier lit l'acte de capitulation en prenant son temps. Yukov s'impatiente. Toutes les délégations signent ce document historique. Il est presque 1h du matin. Pour les Russes, la fin de la guerre est officiellement signée le 9 mai 1945. Yukov congédie la délégation allemande et invite les autres à boire de la vodka à la santé de Staline. Le lendemain, aux Nations Unies, aux États-Unis, Molotov, le représentant de l'Union soviétique, exalte dans son discours le rôle de la Russie dans la victoire. Pourtant, son ton est menaçant. Il annonce déjà la guerre froide, alors que tout l'Occident cherche à ménager Staline. Pour plaire au petit père du peuple, le général Patton reçoit l'ordre de ne pas libérer Prague, où les derniers soldats nazis fanatisés se battent encore sur un champ de ruines. Mieux vaut laisser la ville à l'armée rouge. Il ne faut que quelques jours à Staline pour étendre son empire et vassaliser ce que les historiens appelleront bientôt les pays satellites de l'URSS. Le 12 mai, Churchill constate, je le cite, qu'un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe et nous ne savons pas ce qu'il se passe derrière. Oh, derrière, c'est simple. Le communisme dissimule ses crimes, ses camps, ses nombreux morts, mais ça, c'est une autre histoire. Vous l'aurez compris, le 8 mai célèbre la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. En France, on commémore officiellement cet événement depuis 1946 et cette date devient un jour férié en 1953. Mais 6 ans plus tard, alors qu'on tente de tisser une nouvelle amitié franco-allemande, on abandonne ce jour férié pour ne pas froisser nos voisins d'outre-Rhin. Mais dès la fin des années 1960, la France, désormais prospère, essaye d'apaiser la mémoire douloureuse de la Seconde Guerre mondiale. Elle a besoin de célébrations. On a tenté aussi de déplacer la date de commémoration au 9 mai en l'honneur du discours de Robert Schuman en 1950, alors ministre des Affaires étrangères en France. Schuman propose la création de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. La France, l'Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg en sont les membres fondateurs. La CECA accouchera plus tard de l'Union européenne. En 1981, enfin, le 8 mai redevient un jour férié. Les Russes, eux, célèbrent le 9 mai, préférant la capitulation de Berlin à celle de Reims. Il reste encore des témoins de cette époque. L'Europe n'a pas oublié la Shoah, les résistants tombés pour la France, les soldats qui ont donné leur sang pour leur patrie. La réalité, c'est que personne n'a oublié la Seconde Guerre mondiale qui alimente encore notre imaginaire collectif, nos films et nos œuvres littéraires. Cette guerre reste une douleur pour le monde. Et oui, si Berlin capitule en mai 1945, le Japon ne le fait face aux États-Unis qu'au mois d'août, après 2 bombes atomiques. Mais à bien y regarder, est-ce que les conflits d'aujourd'hui ne sont pas un peu les enfants bâtards de ceux d'hier ? Moi, je ne répondrai pas à cette question, je suis historienne, je ne connais pas le futur. Mais le passé donne parfois les clés de l'avenir. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. Merci à Jean-Claude Dacier qui a prêté sa voix à De Gaulle pour ce récit. À très vite.